Je m'appelle Mathieu Delaunay, j'ai 37 ans, et je vis à Toulouse, dans le sud de la France. Le soleil y tape fort, brûle l'asphalte et parfois les rêves. Je suis le fondateur et directeur général de Novaba Ingénierie, une entreprise de technologie appliquée au bâtiment que j'ai montée à partir de rien, avec mes propres mains, mon réseau et surtout une obstination dont je ne soupçonnais pas moi-même l'intensité. D'extérieur, je donne l'image d'un entrepreneur accompli. Bureau vitré dans le centre d'affaires de Compans Caffarelli, contrat public de plusieurs millions, et une équipe jeune, talentueuse et engagée. Mais si vous me demandiez la vérité, je vous dirais que ce succès ne repose pas sur une route pavée de roses. Plutôt sur une autoroute pleine de sang séché, de sueur et de cicatrices émotionnelles qui refusent encore de guérir. Je suis né dans une famille ancrée depuis 3 générations dans le bâtiment à Marseille. Mon père, Henri Delaunay, dirigeait Delaunay Fils Bâtiment, autrefois une référence régionale, avec des chantiers de grande envergure allant de la Joliette à Aix-en-Provence. Ma mère, Claudine, s'occupait des finances et des partenariats, avec un sourire aussi froid que ses tableaux Excel. C'était un couple de pouvoir, mais figé dans une vision d'un autre siècle. Mon père méprisait toute innovation. Pour lui, la réussite passait uniquement par les anciens réseaux, les repas avec les élus, les pratiques d'avant. À ses yeux, le numérique, les matériaux biosourcés ou les maquettes 3D n'étaient que des gadgets de start-upers. Quand j'ai terminé mon diplôme à l'École spéciale des travaux publics à Paris, j'ai rejoint l'entreprise familiale, convaincu que je pourrais la faire entrer dans le 21e siècle. J'étais passionné, plein d'idées, logiciels de gestion de chantier, matériaux durables, simulation thermique, optimisation énergétique, mais à chaque réunion, mon père me coupait net avec un air de mépris. Mathieu, tu crois être plus malin que tout le monde? Cette boîte existait avant toi, elle survivra sans tes lubies de geek. Et ma mère? Elle ne me soutenait jamais. Pire, elle encourageait mon petit frère Lucas, de 7 ans mon cadet. Lui, c'était le playboy familial, charmeur, superficiel, qui n'avait jamais rien prouvé, mais à qui on donnait tout. Il entrait dans une réunion, lançait une blague idiote, et mes parents riaient aux éclats. Moi, je transpirais à défendre un projet RSE ou une certification HQE, et on m'accusait de saboter la tradition. Un jour, j'ai tenté de les convaincre d'investir dans l'énergie solaire pour nos nouveaux chantiers. Lucas a éclaté de rire devant toute l'équipe. Tu veux qu'on mette des panneaux sur tous les toits? Tu te prends pour Elon Musk ou quoi? Mes parents ont ri aussi, comme si j'étais l'enfant bizarre dont on tolère les délires sans jamais les prendre au sérieux. Mais le point de rupture est arrivé l'année de mes 28 ans. Une réunion familiale. Encore une. J'essayais, une fois de plus, de défendre un plan de modernisation. Mon père s'est levé, furieux, et a frappé la table. Tu n'hériteras jamais de cette boîte, Mathieu. Si t'aimes pas comment on fait les choses ici, la porte est grande ouverte. Je suis resté figé. Ma mère n'a pas dit un mot. Lucas, lui, arborait un sourire de victoire. Je suis parti quelques semaines plus tard. Pas par faiblesse, mais parce que je savais que rester, c'était mourir lentement dans l'ombre d'un empire familial, figé et toxique. Je suis parti avec presque rien. Juste quelques amis fidèles et une rage créative que je ne pouvais plus contenir. C'est ce jour-là que Novabat Ingénierie est née. Les premières années de Novabat ont été un enfer. On bossait dans un minuscule local à Blagnac avec des bureaux bancals, des ordinateurs obsolètes et des dettes qui s'empilaient plus vite que les devis. On prenait tous les chantiers que Delaunay Fils refusait. Petites rénovations, commerces de quartier, locaux artisanaux. Mon père, apprenant l'existence de ma société, ricana devant ses associés. Une start-up de bricoleurs. Dans 6 mois, il viendra gratter à la porte comme un chien perdu. Ma mère? Elle déclara que je creusais ma propre tombe. Lucas, fidèle à lui-même, afficha un sourire narquois et prédit que je reviendrais la queue entre les jambes. Mais je n'ai pas cédé. Je bossais nuit et jour, affinais les plans, appelais les clients, formais mes gars au logiciel BIM et aux nouveaux matériaux. J'ai introduit des tablettes sur les chantiers, des tableaux de bord numériques et une gestion rigoureuse des coûts et des délais. Petit à petit, les contrats grandissaient. Un restaurant à Balma, puis un petit centre commercial à Colomiers, puis un complexe tertiaire éco-responsable à Labège. Novaba commençait à faire parler d'elle. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti fier de ce que je faisais, sans avoir à quémander le regard de mon père. 10 ans plus tard, Novabat Ingénierie était devenue une référence régionale dans la construction durable et l'innovation technologique. On surpassait même certains géants du secteur, y compris l'entreprise familiale. Delaunay Fils, resté figé dans ses vieilles méthodes, commença à perdre pied. Les anciens clients,
fatigués des retards et du mépris technologique, se tournaient vers nous. Les appels d'offres publics tombaient dans notre escarcelle, et chaque victoire, chaque signature, chaque mètre carré bâti était une claque silencieuse que mes parents ne pouvaient plus ignorer. Mais au lieu d'une réconciliation, cela a exacerbé la tension familiale. Les rares repas du dimanche étaient devenus des champs de mine. Mon père ne prononçait plus jamais le nom Novaba, mais ses regards suffisaient. Ma mère me lançait des remarques passives agressives, tandis que Lucas ne se gênait pas pour me provoquer. Un jour, lors d'un déjeuner en famille, il lâcha devant tout le monde. Alors Mathieu, paraît que t'as décroché un gros marché, non? T'es sûr de pouvoir le gérer? Ou tu vas encore te planter comme avec l'appel d'offres du lycée à Castres? Tout le monde éclata de rire. Sauf moi. Je me suis contenté de regarder mon assiette, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Et je savais profondément que j'avais fait le bon choix en quittant ce nid vénéneux. Novabat, ce n'était pas qu'une boîte. C'était ma revanche, ma résurrection. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que derrière ces victoires, une ombre se tissait en silence. Une machination d'une violence sourde, venue non pas de l'extérieur, mais de là où cela fait le plus mal. De ma propre famille. Tout a commencé un soir tard, dans les bureaux de Novaba, alors que le néon du couloir clignotait comme une veilleuse d'alerte. Je quittais le bureau avec mon cartable en cuir sous le bras. Il devait être minuit passé. Le silence régnait dans tout l'immeuble. Un silence trop parfait, trop pesant. L'air était glacial, et même le béton semblait retenir son souffle. Je descendis au parking souterrain, niveau 2. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, une brise froide m'enveloppa, chargée d'odeurs d'huile et de béton humide. Mes pas résonnaient sur le sol, sec, méthodique. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. J'avais fait à peine quelques mètres quand une silhouette surgit d'un angle sombre. C'était Alain Mercier, le vieux agent d'entretien du bâtiment. Depuis la création de Novabat, il était toujours là, discret, invisible presque. On se saluait parfois. Il traînait son chariot avec ses balais et sa serpillière usée, sa casquette délavée enfoncée sur ses cheveux blancs. « Bonsoir, monsieur Delaunay », grogna-t-il. Je forçai un sourire, pressé de rentrer. « Encore de service si tard, Alain ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'arrêta, planta son regard dans le mien. Un regard perçant, presque inhumain. « Vous ne devriez pas sortir ce soir. »« Mathieu !» dit-il d'une voix grave, presque chuchotée. « Ce n'est pas sûr. » Je restai figé. « Comment ça, pas sûr? C'est juste un parking, Alain. » Il s'approcha lentement, le chariot grinçant derrière lui comme un avertissement. « Je vois des choses que d'autres ne voient pas. Et ce soir, quelque chose de mauvais est en marche. » Je fronçai les sourcils, à la fois agacé et troublé. Je connaissais Alain comme un type un peu fantasque, taciturne, souvent plongé dans ses pensées. Mais là, il y avait autre chose. Son regard ne tremblait pas. « C'est gentil de vous inquiéter, mais je vais bien. Je suis juste fatigué. Et j'ai un contrat à finaliser demain matin. Il faut que je rentre dormir. » Il fit un pas de côté, mais lança une dernière phrase, presque comme une prophétie. « Alors regardez bien dans votre rétroviseur. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous pourriez le regretter. » Je continuais ma route, le cœur battant un peu plus vite. Je me persuadais que c'était absurde, que c'était l'adrénaline, la fatigue, peut-être un reste de paranoïa. Et pourtant, son ton me collait à la peau. J'atteignis ma voiture, un SUV noir garé dans le fond. J'ouvris la portière, posai mon cartable sur le siège passager et m'assis derrière le volant. En mettant le contact, le grondement du moteur brisa le silence comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Je regardai machinalement le rétroviseur. Rien. Je souris nerveusement. « Tu te fais des films, Mathieu ?» J'enclenchai la marche avant, et puis, un hurlement de pneus. 3 voitures surgirent de chaque côté du tunnel d'accès. Elles me coupèrent la route en un éclair. Les phares m'aveuglèrent. Mes mains se crispèrent sur le volant. Les portières s'ouvrirent brutalement. 5 hommes surgirent, habillés en noir, cagoulés, chacun tenant une arme blanche ou une barre de fer. L'un d'eux s'approcha lentement et cogna du poing contre le capot. « Descends, Delaunay !» grogna-t-il. « Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. » Je sentis la terre se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas un simple braquage. Ils connaissaient mettre mon nom. Ils étaient là pour moi. Je verrouillai les portes à la hâte, mes doigts tremblants cherchant mon téléphone dans la poche de ma veste. Avant même d'avoir pu composer un numéro, la première barre de fer fracassa le pare-brise. Une étoile s'étala dans le verre comme une araignée prête à m'engloutir. Je sursautai, le téléphone me glissant des mains.
Le chef frappa une nouvelle fois, hurlant « Dernière chance !» Et c'est là qu'il apparut. Alain Mercier, sorti de l'ombre comme un fantôme armé, d'un balai en fer. Il n'avait plus rien du vieillard fatigué des couloirs. Sa posture était droite, son regard vif, chaque geste mesuré. Il s'approcha lentement, d'un pas assuré. « Je vous avais prévenu, » murmura-t-il. « Mais vous avez choisi l'ignorance. À présent, c'est vous qui allez payer ?» Les voyous se figèrent à la vue du vieil homme. Le chef se retourna, un rictus moqueur sur le visage. « Dégage, papy !» grogna-t-il. « C'est pas ton affaire. » Mais Alain ne bougea pas. Il fit tournoyer son balai comme une arme d'un autre âge. Puis avança d'un pas calme, presque cérémonial. « J'ai prévenu Mathieu. Ce soir n'est pas sûr, mais vous avez fait le mauvais choix. » Un des agresseurs éclata de rire et s'élança, la barre de fer levée. Il voulait faire tomber Alain d'un seul coup. Mais ce qui se produisit me coupa le souffle. En une fraction de seconde, Alain pivota, esquiva avec une fluidité irréelle et frappa sèchement le genou de l'assaillant avec le manche de son balai. Un craquement net résonna dans le garage. Le type hurla de douleur et s'effondra au sol. Le second n'eut pas le temps de réagir qu'Alain lui balaya les jambes et lui asséna un coup de coude au visage. Il tomba à son tour, gémissant, son arme glissant au loin. Dans ma voiture, j'étais paralysé. J'assistais, incrédule, à un combat digne d'un film, livré par un homme que j'avais toujours considéré comme un simple agent d'entretien. Chaque geste était précis, fluide, sans perte de mouvement. Un troisième agresseur sortit un couteau. Je criais, prêt à intervenir, mais Alain l'avait déjà désarmé avant même que je n'aie touché la poignée. Il planta la lame directement dans le béton, la bloquant là comme un avertissement silencieux. Les derniers voyous reculèrent, paniqués. Le chef balbutia. « Mais qui est ce mec ? On se casse !» hurla l'un d'eux. Ils ramassèrent leurs camarades blessés et s'enfuirent dans leurs véhicules en trombe. Le vacarme des moteurs résonna dans tout le parking avant de s'estomper dans le tunnel d'accès. Je restais un long moment dans ma voiture, le souffle court, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Puis je sortis, les jambes tremblantes, comme après un accident. Alain se tenait là, calmement, son balai dans la main. Il rajusta sa vieille veste, comme s'il venait simplement de finir son service. Je le regardais, incapable de parler. « Bon sang, mais qui êtes-vous » finis-je par lâcher, la voix brisée. « Je vous ai toujours pris pour un simple agent d'entretien. » Il eut un sourire triste, presque compatissant. « Asseyons-nous, Mathieu, » dit-il doucement. « Il faut qu'on parle. Tu mérites de comprendre. » Il m'indiqua un banc dans un coin du parking, réservé aux agents de sécurité. J'acceptai sans réfléchir. Sous la lumière blafarde d'un néon tremblotant, nous nous assîmes. Je sentais encore le sang battre dans mes tempes. « Mon nom est Alain Mercier, » dit-il. « J'ai 67 ans. Et non, je ne suis pas juste un vieux type avec un balai. J'ai été dans les forces spéciales françaises, le COS, missions extérieures, Afrique, Balkans, Afghanistan. J'ai vu des choses qu'aucun civil ne devrait voir. » Il enleva sa casquette, révélant des cheveux blancs ébouriffés, et croisa ses mains calleuses. J'ai quitté l'armée parce que je ne voulais pas finir comme ces vieux gars dans les bars à raconter des histoires qu'on n'écoute pas. J'ai voulu une vie simple, alors j'ai pris ce boulot. Tranquille, invisible. Il me regarda droit dans les yeux. Mais mes réflexes sont restés, et depuis quelques semaines, j'ai vu des types rôder près de ton bâtiment, des voitures aux vitres fumées, des gars planqués dans l'ombre. J'ai tout de suite compris. C'était pas des dealers ou des rôdeurs. C'était une surveillance organisée, un guet-apens. Un frisson me parcourut. Je serrai les poings. Mais pourquoi moi? Je n'ai pas d'ennemis. Je suis juste un entrepreneur. Alain plissa les yeux. Tu n'es pas juste un entrepreneur? Tu grimpes vite, trop vite pour certains. Tu fais de l'ombre, tu décroches des contrats, tu fais trembler les vieilles structures. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et ces types n'étaient pas là par hasard. Quelqu'un les a payés pour t'éliminer. J'avalais ma salive avec peine. J'avais toujours su que mon succès dérangeait. Mais de là à vouloir ma mort, une pensée horrible me traversa l'esprit. Tu crois que ça pourrait venir de ma famille, de mon frère, de Lucas? Alain ne répondit pas tout de suite. Puis il dit calmement, « J'ai placé un traceur sous une de leurs voitures. Je le regardais, bouche bée. Quand ils sont entrés, j'étais planqué derrière une colonne. J'ai profité de leur distraction pour lancer le dispositif. Ils ne m'ont pas vu. J'ai tout enregistré. Et regarde. » Il sortit un vieux téléphone renforcé de sa veste et me montra un point rouge clignotant sur une carte.
Ils sont là maintenant. Un restaurant chic, dans le centre de Toulouse. Probablement en train de rencontrer leur donneur d'ordre. Je restais figé. Et maintenant? On appelle la police? La police peut les arrêter, oui. Mais les commanditaires, eux, resteront invisibles. Si tu veux connaître la vérité, Mathieu, il faut aller jusqu'au bout. Je le regardais longtemps. Puis, lentement, j'acquiesçais. Alors on y va. Mais si c'est vraiment ma famille, je ne sais pas si j'aurai la force. Alain posa une main ferme sur mon épaule. La vérité, Mathieu, faut avoir le courage de la regarder en face. Mais cette fois, tu ne seras pas seul. Le lendemain matin, je me présentais au café du Capitole, une demi-heure avant l'heure convenue. Le soleil s'était levé sur Toulouse, baignant la place d'une lumière dorée. Pourtant, malgré le va-et-vient des passants et les éclats de voix joyeux des serveurs, un froid persistait en moi. Un froid que ni le café noir devant moi, ni les premiers rayons ne parvenaient à chasser. Chaque fois que la porte du café s'ouvrait, je tressaillais. J'avais à peine dormi. La scène de la veille se rejouait en boucle dans ma tête. Les masques noirs. Le pare-brise brisé. Alain surgissant de l'ombre comme un guerrier sorti de la nuit. À 8 heures précises, Alain Mercier entra. Même casquette, même veste élimée. Mais cette fois, je le regardais différemment. Il n'était plus un simple employé. Il était devenu mon ange gardien. Il posa son téléphone sur la table. Le point rouge clignotait toujours, fixe, sur un nouveau lieu. « Ils ont bougé ?» dit-il en me montrant l'écran. Ils sont maintenant dans un restaurant chic du centre, l'Eclipse. Salle VIP, à l'étage. Ils rencontrent quelqu'un, probablement leur donneur d'ordre. Un restaurant? Dis-je, interloqué. Pourquoi là? Parce que c'est discret. On y croise des élus, des patrons, des avocats. Des gens qui savent faire passer des contrats sous la nappe. Et surtout, qui veulent garder les mains propres tout en finançant les sales besognes. Il tapota la table de ses doigts calleux. On va les écouter. J'ai un micro de contact. Pas légal, mais efficace. Si on peut accéder à la salle voisine, on pourra entendre ce qu'ils disent. Je le regardais, stupéfait. Tu sors ça d'où? Vieille habitude, et quelques amis qui me doivent des services. Il eut un sourire en coin, se leva et me fit signe de le suivre. Nous prîmes sa vieille camionnette gris métallique. Traversâmes les rues de Toulouse et nous garâmes à une centaine de mètres du restaurant. L'Eclipse brillait de verre et de métal, tout en élégance feutrée. « Le SUV noir est là, dit Alain. Ils sont déjà installés. » Nous attendîmes quelques minutes, puis entrâmes en nous faisant passer pour deux hommes d'affaires pressés. À notre grande surprise, ou peut-être chance, la salle voisine était libre. Nous la réservâmes. Dès que la porte fut close, Alain sortit de sa veste un petit micro, qu'il fixa discrètement contre le mur mitoyen. Il se connecta à un petit haut-parleur et glissa un écouteur à son oreille. Quelques secondes passèrent dans un silence pesant. Puis il me tendit l'écouteur, son visage grave. Je collai l'objet à mon oreille. Une voix, claire, glaciale, familière, résonna dans mes tympans. Il faut que mon frère disparaisse avant la signature du contrat. Cette fois, pas d'erreur. Faites ça proprement. Mon cœur s'arrêta. C'était Lucas. Ma gorge se serra. Mon petit frère, celui avec qui je jouais au ballon dans la cour, celui que j'avais protégé dans les bagarres à l'école. Il venait de donner l'ordre de me tuer. Un accident de voiture, un faux cambriolage, peu importe. Mais cette fois, pas de traces, poursuivit-il. Un des types répondit d'une voix rauque. On s'en occupe. Deuxième tentative, meilleure que la première. Je retirai l'écouteur, les mains tremblantes. Je ne pouvais pas parler. Alain me regardait, son visage fermé, mais compatissant. « C'est lui ?» dis-je enfin, la voix brisée. « C'est Lucas. Il veut ma mort. » Et maintenant, tu l'as entendu de tes propres oreilles. Et moi, je l'ai enregistré, dit Alain en tapotant le micro. Je baissai la tête, accablé. Tout en moi criait que ce n'était pas possible, que mon frère ne pouvait pas me faire ça. Mais la voix était claire, l'intention implacable. « Tu crois qu'il agit seul ?» demandai-je d'une voix rauque. Alain fit non de la tête. Pas une chance, ce genre d'opération demande de l'argent, des connexions, du sang-froid. Et devine quoi? J'ai un vieil ami, ancien des services, reconverti dans les enquêtes privées. Il s'appelle Marc Leclerc. Si quelqu'un peut remonter la trace de l'argent. C'est lui. Je le regardais, perdu. Tu veux dire que je pourrais savoir qui, exactement, a financé tout ça? Oui, et quand tu sauras ça, il n'y aura plus aucun doute. Même les juges ne pourront l'ignorer.
Je pris une profonde inspiration. Alors appelle ton ami. Je veux la vérité. Toute la vérité. 2 jours plus tard, nous retrouvions Marc Leclerc dans un petit bar de la périphérie de Toulouse, à l'abri des regards. L'endroit était sombre, sentait l'huile de friture et le café brûlé. Marc était assis à une table du fond, grand, massif, avec une barbe grise taillée au millimètre et des yeux comme des couteaux. Il nous salua d'un hochement de tête, puis glissa une enveloppe brune épaisse sur la table. J'ai remonté la piste de l'argent, dit-il calmement. Et ce que j'ai trouvé ne va pas te plaire. Je tendis la main avec hésitation, déchirai l'enveloppe et feuilletai les documents. Relevé bancaire, graphique, organigramme d'entreprise écran. 3 virements successifs, transitant par des sociétés basées au Luxembourg, à Malte et finalement à travers une structure en France. Il montra un schéma. Une société écran nommée Altaris Conseil, qui a viré 80 000 € à une société fictive enregistrée dans l'Hérault. C'est cette dernière qui a payé les types qui t'ont agressé. Je levai les yeux, le cœur battant. Et qui contrôle Altaris Conseil? Marc croisa les bras. Officiellement? Personne. Mais officieusement? Les fonds proviennent d'un compte professionnel rattaché à une seule entreprise, Delaunay Fils Bâtiment. Un silence de plomb s'abattit. Ce compte est soumis à double validation. Les seuls à avoir les codes d'autorisation sont ton père, ta mère et Lucas. Je reculai dans mon siège comme si j'avais reçu un coup de poing. C'était réel, tangible. Le meurtre n'était pas seulement une idée folle dans la tête de mon frère. Il était budgétisé, planifié, approuvé et financé par l'entreprise de mes parents. Je n'arrivais plus à respirer. Ils veulent vraiment me voir mort, soufflai-je, la gorge serrée. Alain, resté silencieux, posa une main ferme sur mon épaule. Tu as vécu une trahison comme j'en ai vu en mission. Sauf que cette fois, ce n'est pas un soldat, c'est ta famille. Mais tu n'es pas une victime, Mathieu. Tu peux te battre. Marc acquiesça. Avec les relevés, l'enregistrement de Lucas et une plainte bien structurée, on peut saisir le tribunal correctionnel de Toulouse. Il y a complot, blanchiment, tentative de meurtre. Et ça va très très loin. Je restai un moment à fixer le vide. Ils étaient entre ma famille, dis-je, la voix brisée. Et maintenant, ils veulent m'effacer. Alain me regarda droit dans les yeux. Alors il est temps de leur montrer que tu n'es pas aussi effaçable qu'ils le croient. Je serrai les dents, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis autre chose que de la peur. Une colère froide, une soif de justice. On va les affronter. Jusqu'au bout. Alain hocha la tête avec calme. Mais on ne peut pas arriver avec juste des documents. On va poser un dernier piège, chez eux, et les laisser se condamner eux-mêmes, avec leur propre arrogance. Le lendemain matin, à l'aube, nous étions garés face au domaine Delaunay, cette immense propriété en bordure de Balma, avec ses grilles en fer forgé, son allée bordée de cyprès, et ses façades en pierre claire qui donnaient une illusion de noblesse, mais qui, pour moi, ne dissimulaient plus rien d'autre qu'un palais de mensonges. Dans la voiture, Alain me tendit un petit sac. Micro HF, caméra bouton. Tout fonctionne. Tu joues le fils brisé. Tu veux la paix. Tu abandonnes le contrat. Tu leur offres ce qu'ils croient avoir gagné. Ils vont baisser leur garde. Et ils vont parler. Je mis le micro sous ma chemise, le cœur battant. Alain, lui, entrerait avec moi sous prétexte d'être mon garde du corps. Une précaution nécessaire après l'agression. Cela justifierait sa présence dans la maison. Je descendis de la voiture, avalant ma salive avec difficulté. « Tu rentres dans la gueule du loup, Mathieu ?» La porte s'ouvrit. C'était Clara, la fidèle gouvernante. Elle me regarda comme on regarde un revenant. « Monsieur Mathieu, je ne vous attendais pas. »« Je suis venu en paix, » dis-je doucement. Elle s'effaça. Nous entrâmes. Tout dans cette maison me paraissait à la fois familier et déformé. Le parquet ciré, les tableaux classiques, le tic-tac sourd de l'horloge du salon. Mais l'air était lourd, presque poisseux. Mon père, Henri, était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de cognac à la main, même en plein matin. Il leva les yeux avec un rictus glacial. Ma mère, Claudine, se tenait près de la cheminée, impeccable comme toujours, mais le regard froid, calculateur. Lucas n'était pas là. « Tu viens enfin à la raison ?» demanda mon père, sans me dire bonjour. « Je suis fatigué, papa, » répondis-je d'une voix lasse. Fatigué de me battre. Je suis venu vous dire que je retire Novabat de l'appel d'offres. Le contrat du futur écoquartier, prenez-le. Le silence qui suivit fut presque joyeux. Mon père haussa un sourcil, satisfait. Enfin, une décision intelligente.
Ma mère s'approcha, posa une main sur mon épaule, mais sa caresse était aussi froide que la porcelaine. Tu nous as beaucoup inquiétés, tu sais. Toute cette paranoïa, cette violence. C'est bon que tu reviennes à la raison. Je me contentais d'hocher la tête, feignant l'épuisement. Pendant ce temps, Alain, silencieux, faisait mine de vérifier les fenêtres, la sécurité. Mais je savais qu'il installait discrètement une micro-caméra derrière un cadre et un autre enregistreur audio sous la table basse. Il me lança un regard discret. Tout est en place. Je me levai. Je vais y aller. J'ai juste besoin de quelques jours pour souffler. Ma mère me serra brièvement dans ses bras. Mon père ne bougea pas. Bonne décision, lâcha-t-il. Nous quittâmes la maison. Dans la voiture, je tremblais. Alain posa une main ferme sur mon épaule. Tu as été parfait. De retour chez lui, il brancha les appareils. L'image s'afficha. Nette, claire. Et surtout, le son. Le son. Quelques heures plus tard, Lucas entra dans le salon. Il était excité, euphorique. Il a lâché, c'est bon. Ce contrat est à nous. Henri se leva en riant. Je te l'avais dit. Il suffit de lui mettre la pression, et il cède comme un môme. Claudine, glaciale, s'approcha de la table, un verre de vin à la main. Mais la prochaine fois, Lucas, dis à tes types de faire ça proprement. L'épisode du parking était un désastre. Il aurait pu survivre. Ou pire, parler à la presse. Lucas ricana. Il n'a rien vu. Et maintenant, c'est terminé. On a gagné. Je regardais l'écran, le souffle coupé. Tout y était. L'aveu. La preuve. La connivence. Ma mère. Mon père. Mon frère. Les trois. Tous complices. Alain me regarda. Tu les as ? Je serrai les poings. Mon cœur battait à rompre. Alors, on passe à l'étape suivante. Je veux qu'ils répondent de leurs actes, devant un tribunal. 2 jours plus tard, nous étions dans un cabinet d'avocats situé en plein centre de Toulouse, dans un immeuble haussmannien surplombant les allées Jean Jaurès. Face à nous, maître Élise Montfort, une avocate pénaliste spécialisée en crimes financiers et affaires de famille. La quarantaine, les cheveux tirés, les mots précis comme un scalpel. Elle avait posé les documents sur la table. L'enregistrement de Lucas au restaurant, le relevé des flux financiers établis par Marc, et surtout, la vidéo du salon familial, où mes parents riaient de ma prétendue faiblesse. Elle feuilletait les pages sans dire un mot. Puis elle redressa la tête, ses yeux gris clairs plantés dans les miens. Monsieur Delaunay, ce dossier est un séisme. Ce n'est pas seulement une tentative d'assassinat, c'est un complot structuré, prémédité, financé à travers des mécanismes de blanchiment. Vous pouvez les poursuivre pour tentative d'homicide volontaire, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux. Et avec ces preuves, le parquet de Toulouse ira jusqu'au bout. Je hochai la tête. Ma voix était calme, mais intérieurement, j'étais en ébullition. Je ne veux pas seulement les faire condamner, je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils entendent, chaque jour, que je suis encore là, et que je ne me tairai plus. Maître Montfort sourit légèrement, sans une once de légèreté dans le regard. Alors, déposons plainte. Officiellement, devant le procureur de la République. Et préparez-vous. Parce que ce procès sera médiatisé. Très médiatisé. Le dépôt de plainte eut l'effet d'une bombe. 3 jours plus tard, les titres s'étalaient à la une de la Dépêche et de 20 minutes Toulouse. Mathieu Delaunay, fondateur de Novabat, porte plainte contre sa propre famille pour tentative de meurtre. Les journalistes se massaient devant le siège de Novabat, certains campaient même devant l'ancien manoir familial. Les caméras tournaient, les chaînes d'infos défilaient en boucle. Scandale dans une grande famille du BTP occitan. Entreprise familiale ou mafia en col blanc. Mon père réagit comme je m'y attendais. Un coup de fil. La voix rugissante. Tu oses salir notre nom ? Tu veux ruiner tout ce que j'ai bâti ? Ma mère donna une interview à France 3, larmoyante, me décrivant comme un fils mentalement instable, en pleine dérive psychotique. Quant à Lucas, il choisit Instagram. Une vidéo face caméra, entourée de trophées et d'un piano à queue. Ce que mon frère fait est ignoble. C'est un manipulateur. Il veut détruire l'œuvre familiale par pur égoïsme. Je regardais cette vidéo avec un calme glacial. Le vernis de leur monde se craquelait. Mais moi, je tenais bon. Grâce à Alain, grâce à Élise, grâce à ceux qui n'avaient pas détourné les yeux. Le procès s'ouvrit un matin pluvieux, au tribunal correctionnel de Toulouse. La salle d'audience était comble. Des journalistes, des curieux, des visages familiers, des regards qui brûlaient, d'autres qui soutenaient.
Je pris place sur le banc des parties civiles. En face, Henri, Claudine et Lucas Delaunay, entourés d'une armée d'avocats aux costumes coûteux. Mon père me fusilla du regard, mais je n'y vis plus de colère. Juste de la peur mal dissimulée. Ma mère, maquillée comme pour une pièce de théâtre, gardait un sourire figé, mécanique. Lucas, lui, souriait. Mais un sourire nerveux, forcé. Leur avocat, Maître Béraud, tenta le tout pour le tout. Monsieur Mathieu Delaunay est un manipulateur. Il a monté un complot pour détruire une entreprise florissante par jalousie. Ses preuves? Facilement falsifiables. Ses enregistrements? Illégaux. Ce dossier? Un écran de fumée. Puis Maître Montfort se leva. « Mesdames et messieurs de la cour, dit-elle d'un ton posé mais ferme, ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est la voix de Lucas Delaunay, commanditant l'assassinat de son frère. C'est la preuve du financement de cette tentative via des montages opaques contrôlés par Henri et Claudine Delaunay. Et c'est enfin une vidéo où les trois se félicitent de leur réussite. » La salle était suspendue à ces mots. Puis elle lança les enregistrements. La voix de Lucas: « Mon frère doit disparaître avant la signature. Cette fois, pas d'erreur. » Puis les images du salon familial. Ma mère, riant: « La prochaine fois, fais ça plus proprement. » Mon père: « Il a craqué. Il est fini. Le contrat est à nous. » Des murmures parcoururent la salle. Des journalistes se levaient pour filmer l'écran. Les juges prenaient des notes. La présidente du tribunal resta impassible, mais ses yeux fixaient mes parents avec une froide intensité. Un expert judiciaire certifia l'authenticité des vidéos et des enregistrements. Puis ce fut au tour d'Alain Mercier de témoigner. En uniforme de témoin, digne, les bras croisés. « J'ai été soldat, puis nettoyeur de bureau. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là, ce n'était pas du théâtre. C'était une exécution planifiée. Et sans mon intervention, Mathieu Delaunay ne serait pas dans cette salle aujourd'hui. Le soleil brillait dehors quand nous avons quitté le tribunal. Alain marchait à mes côtés, sans un mot. Il n'avait pas besoin de parler. Il avait été là, dans l'ombre, dans les coups durs, dans la vérité nue. Il avait vu l'homme que j'étais devenu. Non pas malgré ce que j'avais traversé, mais à cause de ça. Devant le palais de justice, une foule de journalistes nous attendait. Les micros tendus, les flashs, les mêmes questions en boucle. Mais cette fois, Alain leva une main, d'un geste calme mais autoritaire. « Laissez-le passer, il n'a plus rien à prouver. » Et la foule s'écarta. Dans les semaines qui suivirent, Delaunay fils s'effondra. L'entreprise fut placée en liquidation judiciaire. Le nom Delaunay, autrefois respecté dans tout le Sud, devint un synonyme de scandale. Les banques retirèrent leurs crédits. Les collectivités locales annulèrent les marchés. Et moi, je regardais ça sans jubilation. Juste avec la conscience que la vérité a un prix. Novaba Ingénierie, au contraire, prospérait. Les demandes affluaient. La presse me nommait l'entrepreneur intègre, le survivant du système. Des jeunes postulaient chez nous, admirant notre histoire. Mais moi, je n'étais pas un héros. Je n'étais qu'un homme qui avait refusé de mourir en silence. Un soir, seul dans mon bureau, je me suis assis devant une feuille blanche et j'ai écrit une lettre que personne ne lirait. Peut-être même pas moi plus tard. Une lettre pour l'homme que j'étais devenu. Tu as tout perdu, mais tu es resté debout. Tu as vu la haine dans les yeux de ceux qui t'ont donné la vie. Et tu as choisi la vérité, même si elle te brûlait. La justice ne rend pas heureux, mais elle rend libre. Et parfois, ça suffit. Je repliai la lettre et la rangeai dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ai regardé par la fenêtre. La ville de Toulouse s'étendait devant moi, vivante, bruyante, belle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Pas un sourire de victoire, mais un sourire d'homme vivant.